la vie ordinaire, nous avançons comme si la séparation ou l'individualité était une donnée évidente, presque naturelle. Nous avons le sentiment d'être un centre stable situé ici, face à un monde extérieur situé là-bas, peuplé d'objets, de personnes et d'événements distincts. Cette structuration de l'expérience semble aller de soi, tant elle est profondément ancrée dans nos habitudes depuis toujours. Pourtant, l'enseignement zen ne prend pas cette évidence pour acquise. Il l'interroge à la racine. Il ne se construit pas comme d'autres traditions autour de cette évidence qu'il y aurait un individu. Mais au contraire, il commence par s'interroger sur la réalité même de cette individualité. Il l'interroge à la racine, non pas par contradiction, mais parce qu'il constate que cette division apparente est à l'origine de nombreuses formes de souffrance et d'inconfort, des souffrances inutiles. Dès que surgit l'idée ou le concept d'un moi séparé du reste, eh bien, apparaissent simultanément et par réaction l'autre, la comparaison, l'attachement, la peur de perdre, le désir de posséder. Or, si l'on revient à l'expérience directe, avant toute conceptualisation, que découvre-t-on réellement? Eh bien, une couleur n'existe pas indépendamment de la vision. Un son n'existe pas indépendamment de l'écoute. Il n'y a pas d'un côté un sujet et de l'autre un objet, mais une unité dynamique que l'on pourrait appeler perception. La séparation n'est donc pas donnée d'emblée. Elle apparaît dans un second temps, comme une interprétation mentale. Le zen invite à observer précisément ce moment de bascule, où on passe de l'unité à la dualité, où l'unité de l'expérience devient dualité. C'est là le point clé, l'unité de l'expérience devient dualité. Comment se fait-il que l'unité de l'expérience puisse devenir dualité? Voilà le point clé. Ce glissement vers la dualité est extrêmement subtil et imperceptible. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'un mouvement presque imperceptible. Par exemple, lorsqu'on regarde une fleur, il y a d'abord une simple présence. Il y a la forme, la couleur, la texture, sans commentaire, avant les commentaires. Puis surgit une pensée. Je vois une fleur. Et instantanément, le champ de l'expérience se divise en deux pôles. Un sujet, je, et un objet, la fleur. Cette division paraît naturelle, surtout avec l'habitude, mais elle repose en réalité sur une construction mentale.
Elle s'appuie sur le langage, sur la mémoire et sur des schémas appris et consolidés depuis l'enfance. Nous avons appris depuis l'enfance à nommer, à distinguer, à classer et à identifier. Ces fonctions sont utiles, voire indispensables, en tant qu'outil, pour vivre dans le monde et interagir avec lui. Cependant, le problème ne réside pas dans leur utilisation pratique, mais dans le fait que nous les prenons pour une description fidèle de la réalité ultime. Le zen ne rejette pas le langage, il en révèle simplement les limites. Il montre que nommer quelque chose ne revient pas à le séparer réellement. Il est plus pratique de fonctionner avec des objets nommés, avec des concepts, qu'avec le réel, qui lui est hors concept et sans cesse en évolution. Mais il ne faut pas confondre les concepts avec le réel. Nommer quelque chose ne revient pas à le séparer réellement. C'est juste pour le temps de la communication, si on veut. Nommer, c'est seulement produire une distinction dans le champ de la pensée, momentanément. Dans la perspective bouddhiste, ce que nous appelons individu ou moi est analysé à travers les 5 agrégats ou les 5 skandhas, c'est-à-dire la forme c'est le corps, les sensations, les perceptions, ce qu'on appelle les formations mentales et la conscience, ce qui fait 5. Et ensemble, ces 5 processus, je parle bien de processus, rien de fixe, constituent l'expérience que nous appelons nous-mêmes, moi. Mais aucun de ces 5 agrégats pris séparément ou même ensemble ne constitue une entité stable et indépendante. C'est seulement une impression de stabilité. Les perceptions se modifient, les pensées se succèdent et la conscience elle-même fluctue en fonction des conditions. Donc le moi n'est pas une substance ou une chose, mais un assemblage dynamique de phénomènes en interaction. Ce qui est difficile à caractériser par des mots. Puisque les mots se rapportent à quelque chose de fixe, alors là, on a un assemblage dynamique de phénomènes en interaction, toujours mouvants. Et pourtant, par habitude, nous solidifions cet ensemble en une identité fixe. Nous disons « je pense »,« je ressens »,« je suis », comme si un centre immuable existait derrière ces expériences. Nous avons réifié la réalité. Et le zen nous invite à examiner tout cela directement. Non pas par la logique, mais directement. Peut-on trouver ce « je » en dehors de ces 5 agrégats? Ou bien n'est-il qu'une désignation, une étiquette posée sur un flux en perpétuel changement? Si cette illusion d'un moi séparé est si persistante, c'est parce qu'elle est continuellement
renforcée par plusieurs facteurs. Le corps, tout d'abord, donne une impression de frontière. La peau semble délimiter un intérieur et un extérieur. Les sensations, ensuite, les sensations corporelles, semblent appartenir à nous ou à moi, tandis que le reste du monde apparaît comme extérieur, à nous ou à moi. Ensuite, le langage joue un rôle fondamental. Il structure notre expérience autour de pronoms personnels. Je, moi, mon, qui renforce l'idée d'un centre individuel. La mémoire, quant à elle, tisse un récit cohérent. Elle apporte une cohérence à quelque chose qui n'en a absolument aucune. Elle apporte une histoire personnelle qui donne l'illusion d'une continuité dans le temps. Mais c'est une continuité après coup, une continuité fabriquée, comme on l'a vu avec le kessa, qui est fait de bouts de chiffon cousus ensemble. C'est en les cousant ensemble qu'on donne une illusion de continuité au kessa. Et enfin, la peur agit comme un ciment puissant. Dès qu'il y a un moi, il y a quelque chose à défendre, à préserver, à protéger. Et cette peur renforce la séparation. Et la séparation renforce la peur. C'est un cercle auto-entretenu. Le zen ne propose pas de briser ce cercle par un effort volontaire ou une lutte intérieure, mais par une vision claire. Lorsqu'on voit directement la nature construite, fabriquée de ce moi, le mécanisme commence à se relâcher de lui-même. Dans la pratique de Zazen, cette compréhension ne passe pas par un raisonnement intellectuel, mais par une observation directe de l'expérience. Assis immobile, en Zazen par exemple, on laisse apparaître et disparaître les pensées, comme elles viennent et comme elles veulent. Les sensations aussi. Les perceptions également sans chercher à les contrôler, ni à s'y attacher. Et peu à peu, une évidence se fait jour. Le moi n'apparaît jamais comme une entité stable. Il se manifeste plutôt comme une pensée récurrente, une habitude de structuration du réel. On n'ose pas s'avancer dans le réel sans l'avoir préalablement structuré. Sinon, on se sent perdu. Parfois, dans le silence de la pratique, il ne reste qu'une simple présence, sans centre, sans frontières, sans séparation. Ce n'est pas un état extraordinaire ou mystique, mais au contraire quelque chose de très simple, presque ordinaire. Cette simplicité est déstabilisante. En tout cas, peu déstabilisée car elle ne correspond pas à notre manière habituelle de penser. Le zen ne cherche pas à atteindre un état spécial, ni à supprimer les 5 agrégats, mais à voir leur nature impermanente et interdépendante. Jamais identique d'un instant à l'autre. Lorsque cette vision est claire, les agrégats continuent de fonctionner, mais ils ne sont plus pris pour un moi solide.
Alors, on peut illustrer tout cela par l'image d'une vague dans l'océan. La vague a une forme, une hauteur, une durée. Elle peut sembler distincte des autres vagues et de l'océan lui-même. Elle pourrait même, si elle avait une conscience, se croire séparée et craindre sa disparition. Pourtant, en réalité, elle n'a jamais été autre chose que l'océan. C'est donc une illusion ou une impression de séparation. Comment pourrait-elle craindre de disparaître dans ces conditions? Sa forme est temporaire, son individualité une simple apparence. De la même manière, les 5 agrégats donnent l'impression d'une individualité distincte, mais ils ne sont jamais séparés de la totalité des conditions qui les font apparaître. Voir cela ne signifie pas nier l'existence relative et temporaire de l'individu. On continue à parler, à agir, à ressentir, mais la relation à cette individualité, notre relation à cette individualité change profondément. Il n'y a plus cette tension constante pour défendre un centre imaginé, un centre imaginaire. Il y a beaucoup plus de fluidité, de spontanéité. On n'est pas encombré par cette tension constante. Et donc, il en ressort une action plus juste, car moins centrée sur un moi à protéger, ou dont on a l'impression qu'il faut le protéger. Ainsi, le zen ne propose pas une théorie abstraite sur l'origine du moi ou de la séparation. Il invite plutôt à une enquête directe, vivante, dans l'expérience immédiate. Où commence le moi? Où finit-il? Peut-on tracer une frontière claire entre soi et le monde? Ou bien ne trouve-t-on que des processus, comme les 5 agrégats? Des processus en interaction constante. Cette investigation, lorsqu'elle est menée avec sincérité, transforme profondément et radicalement la perception. Non pas en ajoutant une nouvelle croyance ou une nouvelle philosophie, mais en retirant ce qui était pris pour évident. Le monde qui semblait fragmenté se révèle comme une totalité vivante, sans centre fixe. Dans cette totalité, l'individualité continue d'apparaître, mais elle est vue comme une fonction, la fonction d'un outil, non comme une identité rigide et définitive. C'est cela que le zen met en lumière, non pas l'effacement des différences, mais leur non-séparation fondamentale. Le zen ne dit pas que tout est pareil ou indistinct. Une fleur n'est pas une pierre, une douleur n'est pas une joie, vous n'êtes pas votre voisin. Les différences existent pleinement, elles sont même indispensables, parce que sans elles, il n'y aurait ni perception, ni relation, ni vie concrète. Prenons un exemple simple. Une fleur a une forme, une couleur, un parfum. Elle est donc distincte, mais en même temps, peut-elle exister seule? Peut-elle exister sans la terre, sans l'eau, sans la lumière, sans l'air, et même sans le regard qui l'aperçoit?
si l'on retire tout cela, où est la fleur? Donc la différence est réelle. La fleur n'est pas la terre, mais la séparation est imaginaire. La fleur n'existe pas indépendamment de la terre. On dit mon corps comme s'il s'agissait d'une chose distincte, mais en réalité, on respire l'air, on devient, plutôt l'air devient nous, on mange, donc le monde devient notre chair, on perçoit, il n'y a pas de perception sans ce qui est perçu. Et donc, où commence le moi, le nous? Et où cela s'arrête-t-il exactement?